bienvenue dans cet épisode de Forward Slash. Vous savez que Forward Slash, c'est un carnet de notes, texte et puis un carnet de notes vocales qui remplace un petit peu de précédentes initiatives de podcast que j'ai pu avoir, simplement parce que je voulais simplifier le format et je voulais avoir quelque chose d'un petit peu plus spontané qui me permettrait de parler de choses que je rencontre, que ce soit dans le cadre des cours ou dans mes lectures ou dans de la recherche ou dans les projets professionnels. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'une question intéressante qui a émergé dans un des cours que j'ai récemment assuré. Et dans ce cours-là, un des participants, à un moment donné, puisqu'on était en train de parler de durabilité et de marketing, enfin, on a fait une tangente par la durabilité et le marketing, on était en train de parler de marque plus exactement, et je faisais un commentaire sur la façon de laquelle la marque Asphalt s'est construite et la promesse de marque qui consiste à dire on fait de bons vêtements qui durent, qui sont localement produits, avec l'impact le plus faible possible. Donc c'est un petit peu une façon de prendre le contre-pied de tout ce qui est fast fashion, c'est-à-dire que le fast fashion vous dit chez nous vous avez beaucoup à un prix qui défie toute concurrence, vous ne posez pas beaucoup de questions et achetez autant que vous pouvez. De toute façon, c'est pas très grave si ça dure 3 mois. Et Asphalt dit exactement l'inverse. On va faire un nombre limité de modèles, on va bien les choisir, on va bien choisir les matériaux, bien les produire pour que ça dure. Et vous, consommateurs, vous prenez la responsabilité d'accepter un prix qui va être un peu plus élevé ou franchement plus élevé que ce que vous avez en fashion ou fast fashion. Mais en contrepartie, vous avez l'assurance qu'on a produit localement et l'assurance que vous avez un produit qui va durer. Donc, c'est intéressant parce que tout le travail qui a été fait autour de la marque Asphalt est très très bien fait sur le ton de voix, c'est très bien fait sur la promesse qui est donnée, sur les preuves de la promesse qui sont données aussi, parce qu'ils expliquent quel est leur processus de conception, quel est leur processus de sourcing de matériaux, à quels endroits ils choisissent de produire les vêtements que par la suite ils proposent à la vente. Le processus même de vente qui est particulier parce qu'en fait, il y a un système de précommande qui fait qu'on essaye d'éliminer le plus possible tout ce qui est invendu au fond et qui représente en fait, les invendus représentent un vrai problème puisque non seulement ils ont coûté de l'énergie et de la matière à être fabriqués, mais en plus de ça, après, il faut s'en débarrasser et s'en débarrasser, bien souvent, ça passe par la destruction du produit, assez paradoxalement, dans ce monde-là. Quand on a des invendus, il arrive qu'on fasse des offres spéciales pour pouvoir les écouler le plus possible. Mais en réalité, une très grosse partie va être simplement éliminée parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que ça coûte de l'argent de le stocker. Et puis, il ne faudrait surtout pas qu'on s'habille 2 saisons de suite de la même manière. Donc, Asphalt prend bien le contre-pied de ce monde-là et fait un travail qui est très, très poussé, puisqu'on va jusque à avoir des messages qui vont jusque dans le packaging, des messages qui sont dans les emails qui sont envoyés aux consommateurs, avec un ton de voix qui est toujours un petit peu décalé, souvent avec des jeux de mots, et avec un côté très chaleureux à la marque qui peut être très sympathique. En tout cas, moi, je le trouve très sympathique. Et donc, on parlait de tout ça. Et une des questions qui a émergé, parce qu'évidemment, ça touchait tangentiellement à toute la question de la durabilité des modèles alternatifs et des marques qui peuvent s'installer parce qu'elles prennent conscience ou parce qu'elles ont conscience d'un contexte, d'une problématique qui touche tout le monde. Aujourd'hui, les questions d'impact environnemental, les questions de durabilité sont extrêmement présentes dans les médias, même si ça fait bien plus de 20 ans que beaucoup les suivent et que quand on les suit depuis longtemps, on se pose quand même beaucoup de questions sur pourquoi on ne fait pas, pourquoi c'est pas simple. Et en fait, une des raisons pour lesquelles c'est pas simple, c'est que c'est très très difficile pour un acteur individuel, que ce soit un particulier, une entreprise ou même un pays, de se décaler complètement des flux tels qu'ils sont organisés aujourd'hui dans l'économie. Parce que si on voulait être complètement pur, entre guillemets, du point de vue de la durabilité, il faudrait presque arrêter de respirer, si on écoute certains. Et le problème, c'est que si on arrête de respirer, on meurt. La même chose arrive dans l'économie. Si on arrête de produire, si on arrête d'avoir une activité, ça devient très très difficile
d'imaginer qu'on puisse nourrir les 9 milliards d'humains qu'il y a sur la planète aujourd'hui. Et donc, on est une civilisation qui essaye de faire à grande échelle pour tout le monde, ou le plus possible pour tout le monde, même s'il y a beaucoup de monde qui est pas bien loti sur la planète, et le faire de plus en plus vite. Donc, tout ça, ça coûte de l'énergie, tout ça est très, très difficile à soutenir. Et évidemment, ça nous met dans une espèce de contradiction, puisque d'un côté, on a toute la discussion qu'on peut avoir sur la marque, le marketing et tout ce qu'il faut faire, au fond, pour commercialiser et vendre des produits et des services, mais pas que, puisqu'on va faire aussi du non-marchand. Il y a du marketing du non-marchand, il y a bien du marketing de services publics, il y a du marketing de causes ou d'institutions à but non lucratif. Et quand on regarde un petit peu la somme de moyens qui peuvent être mis en œuvre, ou qui peuvent être proposés, ou qui sont disponibles, ou qu'en tout cas on tente à présenter comme étant nécessaire d'avoir dans la mallette du parfait marketeur, il y a effectivement une contradiction entre cette pléthore de moyens et cette débauche d'initiatives, dont on sait que certaines marchent, d'autres ne marchent pas. On a toute la problématique des tests multiples, des tests AB. On a toute la question de est-ce que je vais jusque dans le packaging, dans l'expression de ma marque, parce qu'au fond, il y a une sorte on peut penser qu'il y a une sorte de gabegie à aller investir jusque dans le fait de faire des boîtes spécifiques, brandées, imprimées, avec des messages dedans, et tout ce qui fait qu'une marque offre une expérience particulière, soit l'expérience de l'unboxing ou l'expérience d'avoir reçu un paquet qui continue à nous frapper par le ton de voix de la marque ou par son positionnement. Et de l'autre côté, les contraintes que posent effectivement les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui avec les limites planétaires, qui ne sont pas que le carbone. On a tendance à beaucoup se focaliser sur le carbone, mais il y a plein d'autres choses, des problèmes de biodiversité, des problèmes de disponibilité des eaux bleues, des eaux vertes, des eaux grises. Je ne rentre pas dans le détail là-dedans, mais enfin, c'est vrai que l'image peut sembler un peu apocalyptique, et quand on met l'un à côté de l'autre et qu'on fait ce contraste-là, la question est totalement légitime de dire, mais comment est-ce qu'on réconcilie ces deux choses-là ? Comment est-ce qu'on peut à la fois parler de durabilité et en même temps faire tout ce marketing, tous ces emailing, toute la communication, etc. Et effectivement, la question est intéressante parce qu'elle présuppose certaines choses. D'abord, elle présuppose que parce qu'il y a des possibilités de faire certaines choses ou de prendre certaines initiatives dans le marketing, il faudrait nécessairement toutes les prendre. Ce n'est pas vrai. Ensuite, elle pose la question des limites planétaires, ou des limites qui se posent pour des raisons de durabilité, d'une manière très noire ou blanc. Et c'est vrai que la situation est très très extrême, c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés, c'est vrai qu'on est dans une équation dont on prend conscience peut-être trop tard, ou en tout cas très tard, puisque tout ça date quand même bien d'il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, où on a commencé à voir toutes ces problématiques émerger, mais enfin, il y a eu longtemps du scepticisme, des retards, on a traîné des pieds, etc. Il y avait des intérêts économiques aussi pour. Et puis, il y a aussi le fait que, même si on critique beaucoup le modèle dans lequel on est, en fait, on n'en a jamais vraiment eu de meilleur. Et jamais l'humanité n'a été capable de faire autant de choses pour nourrir autant de personnes, soigner autant de personnes. Quand on regarde les nouvelles, bien sûr, la situation du monde peut sembler apocalyptique, et elle l'est à bien des égards. Il y a quand même 50 guerres sur la planète actuellement. Mais il n'en reste pas moins qu'on n'a jamais réussi à faire autant à cette échelle-là. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas continuer à le faire indéfiniment, de la même manière, avec les mêmes moyens, à la même échelle et à la même vitesse. Et ça induit un besoin de modifier beaucoup de choses, et de les modifier très vite. Et plus le temps passe, plus il faut aller vite, plus ça devient donc difficile et anxiogène. Et donc la question qui était posée là est une bonne question, mais peut-être qu'une façon d'y répondre, en tout cas une façon de l'aborder, c'est de voir dans des initiatives comme celle que peut prendre une marque comme Asphalt, de lancer une espèce d'anti-fast fashion, une réponse, un début de réponse,
Et quand on regarde bien, cette réponse-là, elle repose quand même beaucoup sur les grands principes de cette hiérarchie des réponses aux défis environnementaux et de durabilité, qui consiste à dire, d'abord, on va éviter, dans une certaine mesure, on va essayer d'éviter ce qui n'est pas nécessaire. Alors, éviter ce qui n'est pas nécessaire, d'une certaine façon, Asphalt le fait bien, puisqu'il décide de produire sur précommande, il décide de ne pas faire 56 modèles, il décide d'aller sourcer des matériaux qui sont produits d'une certaine façon qui réduit l'impact environnemental le plus possible, et de faire fabriquer à des endroits qui ne vont pas imposer de grands déplacements de marchandises. Et je prends le cas d'Asphalt, et il y en a sans doute d'autres, hein. On peut parler de Patagonia et on peut parler d'autres secteurs aussi. On commence à voir des entreprises installer une stratégie, mettre en place une offre, se positionner de façon très très déterminée pour dire nous tenons compte de ce qui se passe, nous comprenons la taille de l'enjeu, notre contribution va être, et ils suivent une série de principes. Donc ces principes-là, c'est quoi? D'abord, on va essayer d'éviter. C'est-à-dire éviter de faire quelque chose dont on sait que ça a un impact. Si on ne peut pas l'éviter, et qu'on doit malgré tout mener cette activité-là, on va essayer d'en réduire l'impact le plus possible. Et pour la part de l'impact qu'on n'est pas en mesure de réduire, on va essayer de réparer, on va essayer de dépolluer, on va essayer de capter le CO2 qu'on a émis. On va essayer toutes ces actions qui sont des actions qui sont activement, qui sont orientées vers le rétablissement de l'état environnemental qui précédait l'acte qu'on a posé, l'acte de production ou l'acte de consommation. Et puis enfin, quand on a fait tout ça, c'est-à-dire qu'on a évité, on a réduit, on a réparé, il y a la dernière action qui est la compensation, c'est-à-dire que pour ce qui reste, on va essayer de prendre une initiative qui va contrebalancer ce que l'on a pu causer comme dégâts. Bon, cette hiérarchie-là des actions, elle semble très très raisonnable. Malheureusement, très souvent, on saute à la compensation et on dit en fait, on va planter des arbres. Oui, mais c'est pas la solution en fait. En tout cas, quand on fait le compte, on est loin du compte si on ne fait que ça. Et donc, la réponse à la question de la confrontation entre la pléthore de moyens et peut-être même l'intentionnalité du marketing qui consiste quelque part à aller permettre à une offre de rencontrer une demande et puis à beaucoup d'offres de coexister et de se positionner avec des petites variations ou des grandes variations qui vont essayer d'établir un avantage concurrentiel. C'est vrai que la somme des actions, quand on les regarde comme ça, peut sembler être génératrice de beaucoup d'effets négatifs et de beaucoup d'effets indésirables, parce qu'à l'arrivée, ça n'est qu'un sous-ensemble de toutes ces initiatives-là qui serviront effectivement à quelque chose. Et à ça, il y a évidemment la question de savoir si, a priori, on peut savoir lesquels de ces produits, lesquelles de ces initiatives vont être effectivement positifs dans leurs effets, ou en tout cas permettre à ces acteurs économiques de réaliser ce pourquoi ils ont commencé leur initiative marketing. Et n'oublions pas que quand des acteurs économiques se réalisent ou atteignent leurs objectifs sur le marché, ça fait aussi des emplois, ça fait de l'activité, ça fait tourner la machine dont on a besoin quelque part dans le modèle actuel. Et je ne connais pas de modèle dans lequel on pourrait, à l'échelle, réaliser tout ce qu'on réalise à coût zéro. Donc il y aura toujours une friction, il y aura toujours un impact. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que en dehors du fait qu'on va sélectionner, on va essayer de sélectionner d'abord dans l'activité qu'on mène celle qui va avoir le moindre impact pour l'objectif qu'on se fixe. Dans le cas d'Asphalt, c'est le fait d'amener un nouveau type d'options vestimentaires sur le marché. Et ils espèrent avec ça acquérir une part de marché graduellement qui va faire que d'autres vont les suivre ou qui va faire qu'ils vont avoir une certaine dominance ou une certaine part de marché, ou en tout cas qui vont montrer un exemple. C'est le cas de beaucoup d'acteurs qui essayent de montrer l'exemple. On peut penser à Patagonia, on peut penser à Decathlon avec le recyclage ou la réutilisation de produits de sport qu'on peut ramener et remplacer.
décidé de commencer le badminton, ça marche plus parce que j'ai des soucis d'eau ou autre chose, je décide de ramener mes raquettes de badminton et mon équipement chez Decathlon, ils vont me le remplacer par autre chose qui est un sport que je peux faire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se teste. Mais donc, on voit bien qu'il y a des offres qui se positionnent de plus en plus en tenant compte de ces enjeux environnementaux. Et ce qui semble important, en tout cas, c'est de voir dans quelle mesure les disciplines qui existent dans le marketing peuvent aider à amplifier ces offres-là, à les soutenir et à convaincre un public de changer des habitudes de consommation pour tenir compte, pour faire sa part, pour contribuer à un problème qui concerne absolument tout le monde. De ce point de vue-là, si on regarde le marketing comme une machine d'innovation, c'est-à-dire un moteur qui permet de convaincre des gens de faire autrement ou de faire autre chose, ben ça peut avoir un effet tout à fait vertueux et ça peut avoir un effet même nécessaire pour pouvoir enclencher des changements importants dans les comportements. Et bien sûr, on n'attend pas le marketing pour que les gens changent de comportement, mais entre-temps, il faut aussi que l'offre puisse répondre, soit capable de répondre à ces enjeux-là. Donc, il n'y a pas de réponse simple à la question qui est posée, c'est-à-dire de dire finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que ce n'est pas une gabegie terrible? Comment est-ce qu'on réconcilie un discours de durabilité et en même temps toutes les initiatives qu'on peut prendre d'un point de vue marketing? Et la réponse est que les initiatives sont des moyens et que la question, c'est à quels objectifs on va subordonner ces moyens, quels objectifs on va faire servir à ces moyens. C'est le même marketing par email quand Asphalt le fait ou quand un fast fashion le fait, mais l'objectif que ça sert n'est pas le même. Donc en fait, je crois qu'il faut arriver à distinguer ce qui est outil de ce qui est, de ce qui est l'objectif poursuivi. Faire la distinction entre l'objectif et le moyen. Et les disciplines qu'on pratique en gestion d'entreprise ou en gestion des organisations, ce sont des moyens, ce ne sont pas des objectifs en eux-mêmes. On ne fait pas du marketing pour lui-même, je ne pense pas en tout cas. On ne fait pas de la finance pour elle-même. On fait tout ça parce qu'on va mettre toute cette activité-là au service d'un objectif d'une entreprise, d'une association, d'un gouvernement ou d'une autre institution pour venir rencontrer un besoin et venir le faire en tenant compte de ce qu'est le contexte général. Et ça ne veut pas dire que tout se résout comme ça, loin de là. Il va falloir de la réglementation. On voit bien que dans l'Union européenne, il y a eu énormément de travail qui a été fait pour mettre en avant les problématiques de greenwashing et éviter le marketing qui verdit des produits ou des services qui ne sont pas du tout verts. On a des efforts qui sont faits pour sensibiliser le public aux problématiques environnementales. On a donc tout un cadre qui se met graduellement en place, qui tâtonne encore beaucoup, qui ne sait pas trop comment exactement s'y prendre pour concilier le fait que la machine continue à tourner et en même temps qu'elle puisse s'adapter. En fait, on est dans un mouvement qui est trop lent pour le moment et qui, à juste titre, peut préoccuper. Mais dans ce mouvement-là et dans la préoccupation, c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et peut-être de ne pas jeter les instruments qui peuvent nous permettre de répondre au problème sous prétexte que le problème existe. Voilà. Quelques réflexions inspirées par cette intervention qui était une excellente question par ailleurs dans une séance qui a été extrêmement riche.